Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous recommander 10 livres qui sont parfaits pour la saison automnale. Donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo de recommandation avec un livre que j'ai lu tout récemment, à savoir La bibliothèque des rêves secrets, écrit par Michiko Aoyama et publié par la maison d'édition Nami. Dans ce roman choral, nous suivons la vie de plusieurs personnages, hommes et femmes, d'âge et de professions différentes, mais qui ont tous et toutes un point commun. Ils sont insatisfaits de leur vie actuelle et ils et elles rêvent tous d'autre chose. Seulement, ils ne savent pas comment atteindre leur objectif. Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre de Sayuri Komachi, une bibliothécaire assez particulière qui travaille dans un centre social et qui donne des recommandations livresques plutôt inattendues. C'est un roman que j'avais ajouté à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais essayer d'être assez brève puisque je compte faire une vidéo bilan où je vous donnerai mon avis détaillé sur les lectures que j'ai effectuées durant ce challenge. Même si la couverture de ce roman ne respire pas l'automne, je trouve que c'est un livre parfait pour la saison. C'est un roman qui installe une ambiance très tranquille, très douce, et j'ai eu l'impression d'être enveloppée dans une couverture douce et chaleureuse. Les personnages sont humains et leurs questionnements ont une portée universelle. Il y a tellement de thèmes abordés qu'il est impossible qu'aucun ne nous parle, qu'aucun ne nous touche. Après, on n'est plus sur un recueil de nouvelles, donc certaines histoires sont peut-être un petit peu moins intéressantes que d'autres, et le roman n'est pas exempt de défauts, mais ça, j'en parlerai dans la vidéo de bilan. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un roman idéal pour l'automne, pour s'offrir une parenthèse lors d'une journée pluvieuse, blottie dans un plaid. Je poursuis avec de la poésie décomposée de Clémentine Beauvais, publiée chez l'Iconoclaste. Dans Décomposé, l'autrice va donner une vie à la femme décédée présente dans le célèbre poème de Charles Baudelaire, La Charogne. Elle nous raconte son enfance, sa vie à Paris et ses nombreuses identités jusqu'au moment où elle devient ce cadavre qui a tant inspiré Baudelaire. Alors, je ne suis pas la plus grande fan de Clémentine Beauvais. J'aurais adoré avoir le même avis que les autres lecteurs et lectrices sur ses romans pour la jeunesse, notamment sur Les Petites Reines, qui a vraiment été acclamé de toutes parts au moment de sa sortie. Et avant de découvrir Décomposé, j'étais persuadée d'aimer uniquement le travail de traduction de l'autrice. Mais Décomposé m'a fait revoir ma position, du moins pour ses poèmes et ses textes à destination d'un public adulte. Clémentine Beauvais a écrit un texte original, surprenant et maîtrisé. La vie de cette femme est pleine d'aspérité, de violence, mais aussi d'humanité, et j'avais développé un attachement et une certaine tendresse pour cette femme forte qui ne se résigne pas et qui se bat pour ses convictions. Une femme qui est en fait bien plus qu'un simple cadavre. Et je trouve que le plus fort dans tout ça, c'est que l'autrice parvient à nous surprendre, à nous faire oublier le funeste et inéluctable destin qui attend notre protagoniste. On espère qu'elle s'accrochera à cette main tendue, on voit une porte de sortie, un moyen pour elle de s'en sortir, et pourtant, on sait que dès le départ, rien de tout ça ne fonctionnera. En plus, je trouve ce texte parfaitement accessible pour les personnes qui sont un petit peu réticents et réticentes à la poésie, déjà parce qu'il est écrit en vers libre, et donc il y a moins de contraintes, plus de liberté et de facilité pour exprimer quelque chose, et puis parce qu'il est hyper moderne. On est vraiment loin d'un texte poussiéreux et pédant aux métaphores alambiquées, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la plume n'est pas soignée, loin de là. Bref, testez Décomposé et vous m'en direz des nouvelles. Je poursuis avec un roman à destination de la jeunesse, mais qui m'aura franchement surprise et m'aura fait bien frissonner, Plein Gris de Marion Brunet et édité chez Pocket Jeunesse.
Dans ce roman, nous suivons les personnages de Emma, Élise, Clarence et Victor, qui sont toutes, à l'exception de Victor, des navigateurs aguerris et qui décident de prendre quelques jours pour faire une expédition en bateau jusqu'en Irlande. Cependant, le voyage retour va virer au cauchemar puisque Clarence, le leader charismatique du groupe, est retrouvé mort et qu'ils sont tous et toutes sur la trajectoire d'une violente tempête. Si vous souhaitez lire une enquête pleine de rebondissements et qui s'attarde sur l'identité du meurtrier de Clarence, alors vous n'allez peut-être pas apprécier ce roman. Pour moi, Plein Gris, c'est un survival en milieu hostile et où le meurtre de ce leader charismatique est vite laissé en second plan. L'urgence n'est pas de découvrir quelles sont les raisons qui ont amené à la mort de ce personnage, ni qui est derrière ça. Là, l'urgence, elle est tout simplement de survivre, de surmonter la tempête, d'affronter une nature déchaînée et qui laisse peu de chance à l'erreur et aux manœuvres approximatives. Et en ça, c'est un excellent roman. Très immersif, puisqu'on est dans la tête de l'un des personnages, donc Emma, et si c'est un procédé narratif qui peut être parfois brouillon et maladroit, ici, je l'ai trouvé on ne peut plus pertinent et très bien réalisé. En plus, du côté survival, on va plonger dans les souvenirs d'Emma et de sa bande, et on va parler d'amitié, de relations toxiques, ou encore d'emprise. Et pour couronner le tout, le roman est très court puisqu'il fait moins de 200 pages. Une fois commencé, vous n'allez plus le lâcher et vous n'aurez pas la sensation de patauger dans la semoule. Il est efficace, immersif, les personnages sont super attachants. Bref, donnez-lui sa chance, vous ne le regretterez pas une seconde. Et si vous voulez plus plonger dans un monde dystopique, je vous conseille de découvrir la trilogie absolue de Margot Dessen, éditée par Castlemore dans leur label Big Bang. Ici, nous suivons les personnages de Johanna et Prime, deux amis d'enfance qui viennent d'être choisis pour aller dans la zone avec 98 autres personnes. Le but de leur mission est simple, détruire la chose qui a mis le monde à feu et à sang et rasant la ville de Varsovie il y a une vingtaine d'années de cela. Sauf qu'une fois arrivés dans la zone, nos deux protagonistes vont se rendre compte que la chose n'est peut-être pas la créature la plus dangereuse. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore terminé la saga et je vous conseille davantage le tome 2 puisque le premier volume m'avait vraiment moyennement convaincu. Certes, il y avait beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements et on n'avait pas vraiment le temps de s'ennuyer, mais à un moment donné, c'est important de laisser l'action de côté et de développer l'univers, les relations entre les personnages et les personnages eux-mêmes. Mais je vous renvoie à la vidéo dans le petit i si vous voulez une chronique complète sur le premier tome. Malgré ces défauts, j'avais quand même envie de découvrir la suite, ce que j'ai fait il y a quelques mois, et j'ai également changé de médium puisque là j'ai écouté ce second tome. Déjà, le fait d'avoir changé de médium a été un pari gagnant puisque j'ai eu la sensation d'être bien plus immergée dans l'histoire et puis ce second tome était plus solide, plus qualitatif que le précédent. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous refaire un update lecture, donc je vous renvoie à la vidéo où j'en parle en long et en large et qui s'affiche dans le petit i. Si je vous conseille de découvrir Absolu lors de la saison automnale, c'est surtout pour son décor. L'histoire se déroule dans un endroit isolé où la nature a repris ses droits, où on ne va pas se le cacher, il ne fait pas forcément bon vivre. Et le danger peut venir de partout, peut surgir à tout moment, et les protagonistes doivent toujours être à l'affût, sinon ils risquent d'être blessés, voire tout simplement de mourir. Et tout ça fait que pour moi, Absolu, c'est une bonne lecture automnale. On va frissonner, on va avoir peur pour les héros, on va devoir faire face à des créatures monstrueuses, mais aussi à des humains qui ont oublié leurs valeurs et leurs principes et qui sont prêts à faire des choses horribles pour obtenir un peu de pouvoir. Bref, une lecture qui sera parfaite pour la période post-Halloween. Et si vous êtes plus adepte des loups-garous, des vampires et des classiques de l'horreur, je ne peux que vous conseiller de découvrir la bande dessinée « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » écrit et dessiné par Émile Ferris et publié par Monsieur Toussaint Louverture. Dans Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, nous suivons le personnage de Karen, une enfant qui vit dans le Chicago des années 60. Karen a une vie
plutôt difficile et précaire. Donc pour s'échapper de son quotidien, notre protagoniste se dessine en tant que loup-garou et raconte son quotidien dans son journal intime. Et un jour, la voisine de Karen, Anka, est retrouvée morte. Tous pensent qu'il s'agit d'un suicide, tous sauf Karen qui est persuadée qu'on a assassiné sa voisine. Cette BD, elle ne ressemble à aucune autre bande dessinée que j'ai pu lire. C'est un véritable ovni qui mêle le pulp, l'horreur classique, le roman noir, les récits de guerre et le voyage initiatique. Généralement, quand je vois autant d'inspiration, autant de sujets traités, je suis toujours sceptique parce que j'ai peur que le récit parte dans tous les sens et que l'auteur ou l'autrice ne parviennent pas à traiter pertinemment chaque sujet. Or, c'est pas du tout le cas ici. La narration est solide et maîtrisée, chaque thème est parfaitement traité. Et tout ça vaut aussi pour le second tome que j'ai lu à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge de cette année et dont je vous reparlerai prochainement. Et puis, que dire du dessin? Sincèrement, je crois que je n'ai jamais vu un dessin aussi marquant, aussi saisissant et qui est, entre guillemets, simplement réalisé avec des stylos-bis. Je vous insérerai quelques images pour que vous puissiez un petit peu voir le réalisme, le détail et le soin apporté au graphisme, notamment aux reproductions de tableaux, puisque l'art a une place centrale dans le récit. Alors, ce sont des BD qui sont épaisses, qui demandent du temps, de la concentration et de l'investissement, mais croyez-moi lorsque je vous dis que cet investissement vaut le coup, vous ne serez vraiment pas déçus du voyage. Et si vous êtes plus team thriller psychologique, j'ai le manga qu'il vous faut, Le bateau de Thésée, une série de mangas terminée en 10 tomes et qui est écrit et illustré par Toshiya Higashimoto et publié chez Vega Dupuis. Le bateau de Thésée raconte l'histoire d'un jeune homme dont le père est en prison puisqu'il est accusé d'avoir empoisonné une dizaine d'enfants et d'enseignants au cyanure de potassium. Cependant, ce dernier a toujours clamé son innocence. Et alors que notre protagoniste, Shin, est sur le point de devenir père, son épouse décède en couche. Et cet événement va absolument tout changer pour Shin, qui décide de rencontrer son père en prison afin d'écouter sa version des faits et découvrir s'il est réellement derrière cet empoisonnement au cyanure de potassium. Sauf que sur la route, Shin va être englouti par un brouillard mystérieux et lorsqu'il se réveille, il découvre que le temps a été remonté et qu'il est arrivé quelques mois avant le tragique événement. Si on m'avait dit que j'adorerais autant un manga qui parle d'enquête et de failles spatio-temporelles, à savoir deux schémas narratifs qui me laissent au mieux de marbre, je ne l'aurais pas cru une seule seconde. Et pourtant, j'ai adoré ce manga du début jusqu'à la fin. Le bateau de Thésée, c'est un thriller psychologique très intense, très bien ficelé et qui m'a fait élaborer un nombre impressionnant de théories, preuve que j'étais investie à 100% dans cette histoire. J'ai lu la dizaine de tomes à une vitesse impressionnante parce que je voulais savoir qui était derrière l'empoisonnement au cyanure de potassium, qui était le réel coupable et quelles étaient ses motivations. Mais l'enquête n'est pas le seul axe intéressant de l'histoire, bien au contraire. L'auteur parle aussi de différents sujets importants comme la famille, la justice, le fait de trouver sa place, etc. Et tout ça est très bien traité et je trouve que ça apporte une autre dimension à l'histoire et aux personnages. Ils ne sont pas définis uniquement par les différents drames et par l'enquête, ce qui est toujours appréciable lorsqu'on n'est pas forcément adepte des thrillers ou qu'on a envie d'un récit qui ne tourne pas uniquement autour d'une enquête. Donc si vous cherchez un thriller haletant pour cet automne, je pense que Le bateau de Thésée répondra à toutes vos attentes. Pour le 7e livre, j'avais envie de vous proposer une nouvelle très courte et un peu méconnue de Stephen King, à savoir Gwendy et la boîte à boutons, qui est éditée chez Le Livre de Poche. Dans cette nouvelle, nous suivons le personnage de Gwendy, une jeune fille qui profite de l'été pour se remettre en forme et pour perdre quelques kilos afin de ne plus être la cible des moqueries à la rentrée. Et un jour, elle va faire la rencontre d'un homme mystérieux qui lui donne une étrange boîte qui va changer la vie de Gwendy. J'avais à cœur de vous proposer des textes horrifiques, mais qui soient accessibles au plus grand nombre, et c'est notamment pour ça que j'ai inclus cette courte nouvelle dans cette vidéo.
Mais qui dit court ne veut pas dire mauvais, bien au contraire. Même si certains thèmes méritent un petit peu plus d'approfondissement, Gwendy et la boîte à boutons, c'est un récit accessible qui se lit vraiment tout seul et qui offre une histoire tout à fait satisfaisante, complète et qui a ses petits moments d'horreur soft puisque l'auteur ne rentre pas dans des détails sordides. En 160 pages, on a une histoire qui se tient, un personnage attachant et qui évolue, et une fois le livre terminé, on ne reste pas sur sa fin. C'est pour ça que même si 2 autres tomes sont sortis, ils ne sont pas réellement nécessaires, d'autant plus que le second n'est même pas écrit par Stephen King, il signe simplement une préface. Quoi qu'il en soit, ce livre peut constituer une excellente porte d'entrée pour découvrir la littérature horrifique, mais également pour découvrir le travail de King. Je poursuis avec un de mes romans de fantasy préférés, La Cité des livres qui rêvent de Walter Moors, à retrouver aux éditions Les Grandes Personnes, mais vous pouvez également le retrouver au format poche chez Folio. À chaque fois que je présente ce roman, je lis la 4e de couverture que je trouve tout simplement exceptionnelle, et encore une fois, je ne ferai pas exception, donc voici ce qui est indiqué sur la 4e de couverture. Ici commence l'histoire. Elle raconte comment je suis entrée en possession du livre sanglant, comment j'ai atteint l'orme. Cette histoire n'est pas destinée aux lecteurs au cuir tendre et aux nerfs fragiles à qui je recommande d'emblée de reposer cet ouvrage. Oui, je parle d'un pays où la lecture peut rendre fou, où les livres risquent de blesser, d'empoisonner et même de tuer. Seul celui qui est prêt à accepter de me lire, de mettre sa vie en jeu pour avoir sa part de mon histoire doit me suivre jusqu'au prochain paragraphe. Mais ne perdons pas plus de temps et entamons notre périple, car il s'agit bien d'un voyage qui nous mènera à Bouquinbourg, la cité des livres qui rêvent. Le récit fantastique, onirique et horrifique d'Hildeguste Taimit, jeune dragon et poète qui bravera tous les dangers des catacombes de Bouquinbourg, hanté par le roi des ombres pour retrouver l'auteur du manuscrit parfait. Vous sentez comme ce résumé sent bon l'automne et le mystère. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je vous laisserai la vidéo de l'update lecture dans le petit i, parce que c'est là que se trouve mon avis complet et détaillé sur ce chef-d'œuvre de la littérature. Comme une image vaut 1000 mots, eh bien, imaginez que c'est le livre parfait pour l'automne. C'est un livre à la fois réconfortant et plein de mystères. Un livre parfait pour passer un moment cocooning, blotti dans un plaid bien chaud, mais aussi parfait pour les moments où vous voudrez frissonner et vous confronter aux ténèbres. Bref, lisez La Cité des livres qui rêvent, tout simplement. Et si pour cet automne vous avez plus envie de vous plonger dans un récit qui mêle le tranche de vie et le mystère, j'ai le manga parfait pour ça. L'enfant et le maudit de Nagabe, édité par la maison d'édition Komiku. Dans ce manga terminé en 11 volumes, on suit le quotidien de Shiva, une petite fille qui attend le retour de sa tante disparue sans laisser de traces, et du professeur, une créature maudite. C'est un manga très doux, très tendre, et qui se concentre sur les relations entre ces deux personnages diamétralement opposés et qui pourtant éprouvent l'un pour l'autre une tendresse emplie de sincérité et qui m'avait profondément touchée. Même si le premier tome est plutôt tranquille, on met plus en avant cet aspect tranche de vie et chronique du quotidien, on sent rapidement que cette sérénité ne tient qu'à un fil et qu'en dehors de la maison, la vie de Shiva et du professeur pourrait être rapidement menacée. On ne sait pas par qui, ni par quoi, mais c'est une sensation qui ne m'avait pas quittée lors de ma lecture du premier tome. Et puis, je peux vous assurer qu'on va de surprise en surprise, qu'on quitte assez rapidement l'aspect tranche de vie, mais on reste pour autant dans quelque chose de très doux et mélancolique. Donc, je vous rassure, si l'étiquette seinen vous fait un petit peu peur, que vous n'avez pas envie d'avoir une histoire trash et violente, c'est pas du tout ce que vous trouverez en lisant L'Enfant et le Maudit. En revanche, vous aurez une jolie histoire de famille choisie dans un univers de fantaisie et avec une ambiance un petit peu douce amère, parfaite pour l'automne. Et je ne pouvais pas faire une vidéo de sélection de livres pour l'automne et ne pas mettre mon obsession manga du moment, à savoir Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi, édité par Kiyun. Les Liens du Sang racontent très rapidement l'histoire d'une famille japonaise tout à fait banale, si ce n'est que la mère de famille
est très proche de son fils Seishi. Elle continue de le couver, de s'occuper de lui comme si c'était un jeune bambin qui a continuellement besoin de sa mère alors que Seishi est âgé de 11 ou 12 ans au début du récit. Je ne vous en dirai pas plus, mais sachez que si vous cherchez un manga qui vous retourne l'estomac, qui vous met profondément mal à l'aise sans que vous puissiez comprendre pourquoi au début, je ne peux que vous mettre entre les mains les liens du sang. C'est de l'horreur domestique parfaitement exécutée et qui va crescendo, qui tombe toujours plus dans le malaise, dans le sale, sans pour autant qu'il y ait de scènes gore. Vous allez jamais trouver des tripes à l'air ou de la cervelle qui sort par les oreilles des protagonistes. Par contre, vous allez avoir de la manipulation, du chantage, de la résignation, des regards vides, complètement absents. Et ça va vous effrayer au plus haut point. C'est le cas pour moi, j'en suis à la moitié de la série puisque j'ai récemment terminé le tome 8 sur 17 et je me demande jusqu'où cette mère peut aller, quel palier peut-elle encore franchir aussi aisément, qu'est-ce qu'elle cache, pourquoi est-ce qu'elle est ainsi, est-ce qu'on peut simplement l'expliquer et est-ce que Seishi pourra s'en sortir, est-ce qu'il pourra guérir de ses séquelles? Franchement, c'est un manga hyper addictif, surprenant et qui n'a eu de cesse de me retourner le cerveau et l'estomac. Donc si vous cherchez le seinen qui accompagnera votre automne, qui vous filera la chair de poule, eh bien foncez découvrir les liens du sang. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à partager vos lectures automnales idéales dans l'espace des commentaires. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet par la même occasion d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.